Bonjour à tous et bienvenue. Pour agrémenter cette fin d'année qui, je l'espère, sera heureuse pour chacun de vous, j'ai décidé de continuer les vidéos. Néanmoins, ce sera très old school artisanal. Bon, vous allez me dire, ça change pas, parce que je suis tout seul et ma maîtrise du logiciel de montage est équivalente à celle de Paint ou de ma coupe de cheveux, c'est-à-dire que je n'en ai pas. Donc, on va aborder différents dossiers où j'ai des informations. Alors, avant toute chose, je ne vais pas vous dire lui va signer là ou tout. Non, moi mon but c'est de contextualiser, d'analyser, de vous présenter des faits concrets. Et si vous me posez des questions en commentaire sur Marseille, sur je ne sais pas, je parle uniquement de ce que je sais. Donc pour démarrer ces dossiers-là, on va parler du branle-bas de combat autour d'Edinson Cavani ces derniers jours. On entend qu'il pourrait partir directement à l'Atlético, etc. Alors bon, ayant écrit la biographie autorisée de Cavani, l'ayant interrogé, sa famille, ses proches, près de 100 personnes l'ayant connu, il y avait toujours quelque chose de très clair. On partira, comme Zlatan Ibrahimovic est parti, en fin de contrat, avec un hommage, pour remercier aussi le Paris Saint-Germain, on va aller au bout de l'aventure, et ce qui tend bons amis. Ça a toujours été très clair dans la tête des Cavani, et jusqu'à 2 mois, c'était inenvisageable la possibilité qu'ils partent autrement qu'en fin de contrat. Donc là, on entend avec les infos de Di Marzio et tout que potentiellement il y aura un départ cet hiver. Je rappelle que pour qu'un transfert se fasse, il faut que les deux clubs soient d'accord. Actuellement, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun accord entre l'Atlético et le Paris Saint-Germain, faut pas l'oublier. Deuxième point, l'Atlético drague depuis des années Cavani. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était marrant puisque il recevait souvent par WhatsApp des audios de Jiménez, Godin et Griezmann. Faut que tu viennes, faut que tu viennes. Il lui faisait un lobbying, même en sélection uruguayenne, c'était inimaginable. Bref, Simone a toujours été fan. Tout le club en général aimerait l'attirer, c'est vrai. Maintenant, si vous êtes Cavani ou son agent, donc Walter Fernando Guglielmone et son demi-frère le Gouli, l'idée également de partir en fin de contrat, c'est aussi de négocier une meilleure prime à la signature. Parce que forcément, le club n'aura pas d'indemnité de transfert à donner, donc la prime à la signature sera plus grande. C'est d'ailleurs pour ça que des joueurs en fin de contrat sont ciblés par tout le monde, parce qu'ils sont accessibles et en même temps c'est mieux pour eux financièrement. Donc forcément, quand vous avez ce dilemme-là, vous préférez partir tranquillement à la fin de votre contrat, remercier le club, parce que Cavani est quand même très reconnaissant du Paris Saint-Germain. Néanmoins, il est vrai que depuis 2 mois, depuis 3 mois, le temps de jeu n'est pas du tout satisfaisant, même s'il faut rappeler que Cavani traverse encore une fois des problèmes physiques, ce que je vous expliquais dans la vidéo d'il y a 2 mois, ce qui est un vrai problème, notamment au niveau psychologique pour lui, puisque c'est la première fois de sa carrière où il ne peut pas faire ce qu'il préfère au monde, c'est-à-dire jouer et s'entraîner au foot. Alors indépendamment de son temps de jeu, etc., et de tout ce qu'on entend des polémiques, il faut rappeler l'attitude aux joueurs au quotidien qui est unanimement saluée par l'ensemble du club, que ce soit ses coéquipiers ou également Thomas Tuchel qui n'arrête pas de le dire. Même si on reproche une certaine hypocrisie avec Thomas Tuchel en disant « Oui Cavani, j'aimerais lui donner plus de minutes », donc d'un autre côté, les Cavani pensent « Mais pourquoi il n'en donne pas justement un peu plus s'il en mérite tant ?» Quand tu vois que certains obtiennent des minutes alors que bon, leur passe-temps n'est pas vraiment le terrain d'entraînement mais plus les soirées branchées de la capitale parisienne et certains endroits où on peut faire de grands trucs de fumée avec sa bouche. Bref, c'est encore un autre débat. Sauf que là, il y a 2 points. Le premier, c'est que Thomas Tuchel est en train d'essayer un 4-4-2, notamment dans les matchs de championnat, pour jouer à 4 offensifs. Parce que c'est sûr que Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi ou même Sarabia, qui ne démérite absolument pas, ont besoin de temps de jeu. Donc c'est vrai que pour la Coupe de France, la Coupe de la Ligue 1 et la Ligue des Champions, quand tu as plusieurs schémas tactiques potentiellement avec 4 offensifs, ça donnera peut-être plus de temps de jeu à Edinson Cavani, notamment à 2 pointes avec Icardi, où en plus ils ont une bonne entente. Je rappelle d'ailleurs qu'ils ont été associés à Dijon quand Cavani est rentré en fin de match, que directement ils ont essayé de se trouver et tout, et que Cavani est toujours plus à l'aise à 2 attaquants, comme on peut le voir en sélection uruguayenne, avec Luis Suarez. Néanmoins, je suis d'accord, et je le disais, depuis très longtemps, le Cavani de l'Uruguay, on ne l'a pas vu sous le maillot du Paris Saint-Germain, et donc de fait, vu la réussite d'Icardi et plein d'autres choses, c'est normal qu'il ait un temps de jeu moindre. Mais pas à ce niveau-là, en fait, si vous voulez, c'est le décalage entre, on va dire, rien du tout, et une norme un peu intermédiaire. Donc maintenant, l'Atlético aimerait l'attirer cet hiver, oui. Sauf que l'Atlético n'est pas prête à payer un gros transfert au Paris Saint-Germain s'il peut avoir le joueur dans 6 mois. Donc ça va être à voir si le Paris Saint-Germain est gourmand. Dans le même temps, ce qui est certain, c'est que le club, les Colchoneros, donneront la prime à la signature plus ou moins équivalente à ce qui était prévu l'été dernier. Donc en effet, pour le joueur, économiquement, il pourrait plus ou moins s'y retrouver, c'est aussi une des conditions. Et dans le même temps, arriver en forme pour la Copa América, où on rappelle, lors de la dernière édition, l'Uruguay fait une excellente première phase avant d'être éliminé très malheureusement face au Pérou au tir au but, alors qu'ils avaient marqué 2 ou 3 buts refusés de manière assez litigieuse par la VAR. Donc là, cette année, l'objectif, évidemment, ce sera peut-être un peu la dernière Copa América de Suarez, Cavani et d'autres. Donc, il y a vraiment l'ambition d'arriver au top du top. Il ne pourra pas être au top du top s'il ne joue pas du tout au Paris Saint-Germain. Donc, l'idée, c'est aussi de trouver un compromis. Dans le même temps, la direction parisienne essaie déjà de faire passer un message que Cavani appartient au passé, comme ils l'ont fait à l'époque pour Zlatan, pour Matuidi et tant d'autres. QSI a tendance à mal soigner les sorties. On se rappelle même également de David Luiz, on pourrait y revenir d'ailleurs. Donc là, c'est ce qu'on essaie de faire passer le message, qu'il y aura quid des ultras. D'ailleurs, il y a eu une réunion la semaine passée avec les ultras pour leur demander d'arrêter de chanter Cavani quand, admettons, il ne joue pas et que c'est Icardi qui rentre, ce qu'on peut comprendre aussi d'ailleurs. Mais c'est aussi une vraie question à ce niveau-là, le soutien populaire qu'a le joueur. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il se sent aussi bien avec le financier, le sportif, bref.
Il y a un peu tout ça. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il parte cet hiver? Oui, c'était inenvisageable, j'ai encore 2 mois. Maintenant, il va falloir se calmer. Si ça se fait, ça veut dire que le PSG n'aura pas été trop gourmand et que dans le même temps, Leonardo souhaite investir cet hiver. Alors déjà pour anticiper le départ de Meunier cet été s'il part en fin de contrat, donc on veut un latéral droit au Paris Saint-Germain. Il va ajouter un milieu de terrain, ce qui n'est pas forcément du goût de Thomas Tuchel, qui maintenant trouve en Paredes un nouveau joueur capable d'être titulaire et de challenger justement les titulaires. Donc Leonardo essaye de faire venir Paqueta, je vous expliquais depuis un moment. Bon, c'est pas uniquement du sportif, on va dire. Donc voilà, on va voir, parce que comme je vous dis, la nouvelle organisation de Thomas Tuchel, si Cavani part, est-ce qu'on va pas essayer aussi de chercher un attaquant, ou à l'inverse, on recentre Kylian Mbappé, et cela permettra à un des joueurs les plus méritants de l'effectif, qui est adoré par le staff pour son état d'esprit, son travail, c'est Sarabia qui pourrait justement prendre une des ailes. Donc voilà, c'est un long débat, mais je le rappelle, aujourd'hui, il n'y a pas d'accord entre l'Atlético et le Paris Saint-Germain. Avec le joueur, oui, mais ça c'est différent. Deuxième dossier, Leonardo Jardim. Alors là, le tactico de Caracas, parce que si je dis pas de bêtises, il est né au Venezuela, je l'ai expliqué quantité de fois, il est détesté par plus de la moitié de son groupe et par le club. C'est incroyable. Je vous en réfère aux déclarations de non-soutien de Wissam Ben Yedder après les 2 matchs face à Lille la semaine passée, ou d'Oleg Petrov, je pense que c'était assez clair. Tout le monde s'attendait à ce qu'il parte, mais le 5-1 peut changer les choses. Un 5-1 complètement inattendu, on va revenir un tout petit peu sur ce match-là. Donc bon, Monaco, magnifique en contre, Golovin est un joueur merveilleux, Ben Yedder est un joueur merveilleux, et Aguilar, qui a été écarté la moitié de la saison, il est à l'origine de 3 buts, mais c'est encore autre chose. Donc il y a quand même un attentat de Maripane sur Ikoné à la 30e minute à peu près, qui lui vaut qu'un jaune, alors que Ikoné sortira sur blessure, il ne pourra pas continuer. Dans un monde normal, il doit prendre rouge, et je pense que même les supporters monégasques l'avoueront. Après, bravo à Monaco, mais personne n'avait envisagé une victoire 5-1, surtout vu les derniers contenus, notamment à Angers, où c'était quand même le néo intersidéral, et il faut encore un super Lecomte pour te sauver. Mais pas de panique, en interne, Jardim m'a dit que c'était une grosse équipe Angers, comme il avait dit à l'époque que Dijon, ça va être très difficile. Même Toulouse, il a quand même dit que c'était un match piège, et que c'était bien d'avoir gagné dans les dernières minutes à Toulouse. On pourrait dire que la culture de la médiocrité qu'il a propagée dans le club, elle est quand même assez flippante. Néanmoins, elle marche. Et pourquoi Jardim reste? Je l'ai souvent dit. C'est parce que Dimitri Rebolo, l'a décidé. C'est le patron du club, mais personne ne sait pourquoi il le garde. Parce que c'est vrai qu'économiquement, il n'y a pas de logique. Parce que si tu n'as pas de qualification en Coupe d'Europe, bah forcément, tu t'y retrouves pas économiquement. Est-ce qu'aujourd'hui le Monaco d'aujourd'hui peut ambitionner une des 3 premières places? J'en doute. Sachant que Jardim, qui a aussi une influence sur la nomination du nouveau coach au Cercle de Bruges, les deux s'étaient connus à l'Olympiakos, c'était le coach des jeunes. Je rappelle qu'au Cercle de Bruges, les jeunes prêtés par Monaco maintenant ne jouent quasiment plus, c'est quand même un concept aussi pour... Et le coach, qui est plus ou moins agent, veut ramener des mecs à lui. Alors là, il va falloir m'expliquer comment on en arrive là. Qu'un club, donc Monaco, récupère le Cercle de Bruges pour faire jouer des jeunes, etc. Tu prends un coach qui est plus ou moins coach agent, qui veut ramener des mecs à lui, et donc ça va pas faire jouer tes jeunes à Monaco. Et t'es toujours dernier. Mais bon, il paraît que ça va bien au Cercle de Bruges. La politique sportive de l'ASM, on dira, elle est folklorique. Mais pour revenir au sujet, Jardim est tenu par Ribolobiev, et même si Oleg Petrov, donc Oleg Petrov, je vous assure, il attend qu'une chose, c'est le feu vert du boss, et il remplit le contrat, il met, tu vois la croix là, dégage, oh tiens, en 1 seconde elle est cochée. Mais pour le moment, il n'y a pas le feu vert. Alors, c'est quand même un peu bizarre, parce que de l'autre côté, Monaco a sondé le marché des entraîneurs, notamment Laurent Blanc, qui a d'ailleurs appelé en interne, il a appelé des personnes pour prendre des renseignements. Donc je sais qu'il y aura un deuxième rendez-vous là. Alors, je ne sais pas plus après, Marcelino, je ne sais pas. C'est le flou absolu, tout simplement, parce que c'est Dimitri Reboloviv qui décidera, et pénétrer l'univers d'un oligarque, c'est très compliqué, et encore plus dans les questions footballistiques à ce niveau-là. Donc il est tenu par Dimitri Reboloviv. Pourquoi? C'est la vraie question, c'est un vrai mystère. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Néanmoins, les entraînements reprennent dimanche. Si Leonardo Jardim n'a pas été débarqué avant dimanche, je doute qu'il le débarque ensuite. Néanmoins, avoir 2 fois le Paris Saint-Germain en janvier, attention, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise, vu que l'ambiance elle est très malsaine. Je veux dire, les joueurs n'en peuvent plus. Il y a vraiment une autre rupture, c'est le match justement face au PSG qui a été reporté par des intempéries. Les joueurs savent quelle équipe il allait mettre. Il allait mettre les types qui voulaient flinguer, pour ensuite aller dire à la direction, et regardez, vu qu'il savait qu'il allait prendre une branlée. Et ça paraît cynique, mais c'est quelqu'un de super cynique, Jardim. En interne, il arrête pas de dire « Ah, moi j'ai été licencié, mais j'ai acheté une maison grâce à ça, tu vois. J'ai acheté ma nouvelle maison, etc. » Il s'en vante. C'est quelqu'un de très cynique. Je rappelle qu'avec les frères Diallo, je l'avais pas donné cette anecdote, mais Abdou Diallo, quand il était à Monaco, il répétait à tout le monde « Lui, il fera pas carré, il a pas le niveau. » Donc il a fait Mayence, Dortmund et il est au PSG. Ibrahima Diallo, son frère, non, il a pas le niveau non plus. On voit ce qu'il fait à Brest. Ça rappelle également les rapports qu'il a écrits sur Arthur Zagre, qui est considéré par tout le monde comme l'un des meilleurs espoirs français. Mais selon Jardim, il n'a pas le niveau Ligue 1. Bon, c'est encore un concept. Et d'ailleurs, regardez, c'est pour vous montrer à quel point ce personnage est cynique. Il lui donne vraiment, entre guillemets, sa première chance donc contre Lille, en Coupe de la Ligue, c'était. Donc Monaco perdait 2-0. Et est-ce que c'est les conditions pour lancer quelqu'un? Bon, c'est encore autre chose. Mais passons à un autre mystère insondable, l'Olympique Lyonnais. Alors c'est ton univers impitoyable, c'est devenu Dallas, on pourrait faire une parodie, mais c'est surtout divisé pour mieux régner. On y reviendra très vite sur la chaîne, je ferai une vidéo spéciale sur l'Olympique Lyonnais, parce que ça y est, j'ai enfin de quoi vous présenter un panorama, je pense, suffisamment intéressant.
Et donc, comme vous le savez sans doute, Florian Maurice qui est à l'origine de diverses recrues depuis ces dernières années, même encore cet été, hein, par exemple Joachim Andersen, et c'est lui, Youssouf Koné, c'est lui. Alors là, pour le coup, c'était pas des réussites, alors qu'avant, il a quand même fait énormément de réussites, faudra pas lui enlever. L'arrivée de Juninho, ça fait un peu une direction à deux têtes, il y a beaucoup de tensions entre les deux. Et les récentes blessures de Reine Adelaide et de Depay ont donné envie, évidemment, aux Bordionnais d'investir cet hiver pour assurer la qualification en Ligue des Champions qui n'est pas garantie. Parce qu'on le rappelle quand même que la qualif au deuxième tour de Ligue des Champions, ça reste quand même un peu du miracle et du talent individuel de certains. Alors bêtement, je suis pas expert de l'OL, mais je m'étais dit, vu qu'ils ont Moussa Dembélé en pointe, qui est un mec qui a besoin de centre, etc., et vu la faiblesse et l'irrégularité abyssale des ailiers, c'est-à-dire Traoré, Cornet, et bon, Terrier, je pense pas que c'est un ailier pur, il peut aussi jouer dans l'axe, etc., je m'étais dit, Aouar, c'est bien gentil de le faire jouer sur un côté en faux ailier, mais tu vois bien que c'est plus un 8. Donc je m'étais dit, innocemment, ils vont essayer de prendre un ailier. Ben non, il faut un arrière gauche, un 8 et un attaquant. Rudy Garcia pousse pour Kevin Gamero, qui est représenté par ses agents aussi, les Boisseaux. Ça doit être forcément un hasard, je pense. Hein, c'est comme Grégory Sertic quand il est arrivé à Marseille, hein, ça doit être une coïncidence. Donc il y a divers courants au club, parce que vous avez le courant Houillet qui est toujours là pour conseiller, Juninho, Maurice, Garcia. Particulier. Mais en tout cas, l'OL veut 3 joueurs, ça c'est certain. Et dans le même temps, c'est vrai que l'académie, il y en a beaucoup qui se disent les jeunes, il faudrait mieux qu'ils partent, parce que le signal qu'envoie Garcia, certes il fait jouer Ryan Cherki, mais on pourrait se poser des questions, et notamment si ce n'est pas un choix politique, notamment pour calmer les fans vis-à-vis de lui, ou s'il y a vraiment une politique d'intégration de jeunes. Mais dans ce cas-là, quand il y a eu autant de blessés au poste d'arrière gauche, pourquoi ne pas avoir donné un petit peu de temps de jeu à Melvin Barr, qui pourrait aussi d'ailleurs jouer dans l'axe, mais ça c'est encore un autre débat, et pourquoi tu as redescendu Cornet. Donc c'est sûr que le signal que t'envoies à l'académie là-dessus, il est quand même très compliqué, on peut penser à Kaloulou et d'autres. Donc voilà, le temps nous le dira, il y aura une vidéo prochainement sur l'Olympique Lyonnais qui va donc investir dans ce mercato d'hiver. Et je vous le disais il y a quelques temps, cet hiver ça va pas être simplement un mercato, on va dire, d'opportunités. Non, il y a vraiment des clubs qui vont vouloir investir, notamment en prévision du prochain contrat de droit TV, cette augmentation-là, ce magot, les clubs veulent pas le perdre. Et donc c'est pour ça qu'en bas de tableau ça se bouge. Alors, Toulouse non. Toulouse c'est silence on coule, mieux vaut descendre que dépenser un peu d'argent sur le marché des transferts, hein, quand même. Bon, c'est un concept aussi. Mais vous avez Nîmes qui a nommé un nouveau directeur sportif, Reda Hamache. Alors, Hamache, c'est un recruteur de jeunes qui était à Lille et avant à Lens. Vraiment, c'est quelqu'un qui est spécialiste des terrains de jeunes, notamment en Ile-de-France. Et là, il est nommé d'un coup directeur sportif. Alors, évidemment, le statut, on peut lui faire dire ce qu'on veut, puisqu'en réalité, à Nîmes, je vous l'ai déjà expliqué depuis longtemps, le vrai boss, c'est Arpinon, qui est préparateur physique, entraîneur adjoint, directeur sportif. Et vu que Reda Hamache, c'est un mec de terrain qui va sillonner la France, et qui va notamment dealer pour tout ça, les agents d'Île-de-France, etc., après chacun ses spécialités, bah Arpinon, c'est lui qui va faire toutes les grosses négociations avec les agents et tout. À Hamache le terrain, à Arpinon les négociations. Alors on pourrait se poser une question, indépendamment de cet alliage qui peut réussir, est-ce que le Nîmes Olympique, certains ont l'envie de se sauver ou l'envie de faire des petites affaires? C'est encore un autre débat. Mais en tout cas, Nîmes va tout prendre un attaquant. Steven Mounier, ancien du club, qui est également à Montpellier, qui est maintenant à Huddersfield, donc qui était jugé assez cher. Donc il y a des négociations en tout cas avec lui, mais on a tout pris un attaquant et même un numéro 10 et il cherche un peu de partout. C'est d'ailleurs la même idée qu'à Dijon, qui souhaite vraiment se renforcer ardemment pour s'éviter justement une descente. À Amiens, c'est la même chose, même si à Amiens on est tranquille. Bientôt, il y aura un épisode sur la chaîne sur les irréductibles Picards. C'est Astérix Obélix Made in Ligue 1 avec du banquet, de la cervoise. C'est pas criminel, Amiens, et d'ailleurs les joueurs ne veulent pas tellement partir, alors qu'il y a un effectif quand même conséquent et certains qui ne jouent pas. Mais l'ambiance est tellement bonne que la plupart, bon, on reste tranquille chez les irréductibles Picards, dirigé donc par John Williams, qui est le conseiller du président, qui est, on va dire, le responsable du sportif, même s'il n'est pas salarié d'Amiens, il a une boîte à côté, bon, à la manière de Campos, c'est encore autre chose. Donc lui, il essaye de faire venir un Colombien de Fluminense qui doit signer normalement à Benfica ces prochains jours, de signer, et il va être immédiatement prêté. Et Amiens est sur les rangs. Alors ce Colombien c'est González, Speedy González, comme Speedy c'est son surnom, qui devrait, comme je vous dis, signer là, c'est imminent à Benfica pour ensuite être prêté. Donc ils sont en négociation. Et c'est vrai que c'est un pari à la John Williams. On se rappelle de Mendoza, Colombien qui avait joué en Inde et au Brésil. Finalement, Amiens était récupéré, comme Godos, l'Iranien qui jouait en Suède, ou Otero, un autre Colombien. C'est vrai que Williams est l'un des seuls en Ligue 1 à tenter ce genre de pari-là, puisqu'il suit quand même beaucoup les dossiers, que ce soit les championnats autrichiens, même un peu au Moyen-Orient, la Scandinavie. Il va sur des zones un petit peu, on va dire, moins utilisées, parce qu'Amiens, c'est vrai, a moins d'argent, et il aime ce genre de pari-là, et des deals aussi, parfois, qu'on qualifiera de folkloriques. Néanmoins, il a fait des vrais paris, il a ramené des vrais joueurs de foot, et je trouve que c'est bien, quelque part. Donc ensuite, on a Lille, dont je voulais vous parler, parce que Lille, eux, c'est pas le mercato d'hiver qui les intéresse, c'est d'anticiper le mercato d'été. Parce que Campos, alors certes, Lille, c'est ultra borderline, attention, c'est ultra borderline. Mais ça travaille intelligemment par Campos qui anticipe tous les dossiers, qui a une vraie connaissance de tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que Pépé, il savait que c'était le moment de le vendre. Youssouf Koné, Ballo Touré, Thiago Mendes aussi. Il les a vendus au maximum de leur valeur potentielle, tout en savant pertinemment, en ayant conscience que certains ne pourraient pas plus progresser.
Et là, c'est un peu ce qui se dit vis-à-vis d'Ikoné. Ikoné, sa valeur commence à monter. Cet été, on commence déjà à anticiper. Pareil pour Mike Maignan. Et regardez ce qu'il a fait. Il a ramené Léo Jardim, le gardien, donc qui jouait à Rio Ave au Portugal, qui commence déjà à s'adapter, etc. pour préparer la succession de Mike Maignan, dont il faut féliciter la dernière saison et même l'exercice actuel. Donc Lille, ça anticipe déjà pour l'été prochain en planifiant les ventes, parce qu'il y a deux possibilités. S'il y a une qualif en Ligue des Champions, parfait. S'il n'y a pas de qualif en Ligue des Champions, il faut quand même rappeler que Lille a toujours des prêts à rembourser, notamment Gérard Lopez, et dans le même temps, tous ces gens-là, c'est vrai, aiment bien les joyeuses commissions. Donc, c'est un travail intelligent, borderline set, mais intelligent, pour préparer déjà le mercato d'été, et ça, on le doit à Luis Campos. En tout cas, comme vous pouvez le voir, ça va bouger et bouger. Après, comme je vous le dis, c'est les dossiers que je connais vraiment, donc je peux vous en parler. Le reste, si vous me demandez, je ne pourrais pas vous dire. Également, pour terminer, Bordeaux, qui est Camano, toujours sur le départ. Donc là, maintenant, ils essayent même de le mettre en Chine. Il y a d'autres agents qui arrivent, des intermédiaires. Camano, tout le monde s'est frotté dessus sur le dossier depuis 1 an. En tout cas, ça n'a toujours pas pris preneur. Ça pose beaucoup de questions entre la gestion de Bordeaux, du joueur, des personnes autour de lui. Mais ça, c'est encore un autre débat. Bref, si vous souhaitez en savoir plus sur le mercato, il y a diverses vidéos sur la chaîne qui en parlent. Comment proposer un joueur, les mandats clubs, les petits arrangements, etc. On aura le temps sans doute d'y revenir sur la chaîne. Mais bientôt, on va parler de Lyon et surtout des irréductibles Picards. Parce que croyez-moi, il y a beaucoup à dire dans le micmac. Allez, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne.